Nous entamons maintenant notre troisième chapitre de l'électrostatique, à savoir le potentiel électrique. Avant de rentrer dans la notion de qu'est-ce qu'est le potentiel électrique, on va d'abord définir la force de Coulomb comme une force conservative, et donc pouvoir lui associer une énergie potentielle. En effet, comme on a travaillé sur le champ électrique auparavant, maintenant on travaille sur le potentiel électrique. Alors, il y a une différence entre l'énergie potentielle et le potentiel en électricité. À savoir que l'énergie potentielle, ben voilà, tout le monde la connaît, et elle se caractérise par un ensemble de charges, comme finalement la force de Coulomb. Tandis que le potentiel, lui, se rapprochera plus de la notion de champ, à savoir que le champ électrique est donné par la force de Coulomb par unité de charge, et que le potentiel électrique sera défini comme l'unité, comme l'énergie potentielle par unité, à nouveau, de charge. Alors, tout d'abord, on va démontrer donc que la force de Coulomb est conservative pour pouvoir lui associer une énergie potentielle, pour pouvoir lui associer un potentiel. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer que c'est conservatif ? La première chose à savoir, c'est qu'une force est dite conservative lorsque le travail produit par cette force ne dépend pas du chemin suivi. Donc ça veut dire que lorsque je vais aller d'un point A à un point B, si je calcule le travail pour aller de cet endroit-là, de l'endroit A vers l'endroit B, peu importe que je le fasse par le chemin 1 ou par le chemin 2, le travail reste le même. Et donc on pourra écrire que le travail, c'est égal à l'intégrale sur la courbe, sur le chemin C1 de la force multipliée par dl, donc qui est un ensemble d'éléments infiniment petits qui vont caractériser à chaque instant le chemin. Donc ça va être tangent à la courbe du chemin. Et donc, si la force est conservative, ça veut dire que ce que j'aille suivant le chemin C1 ou suivant le chemin C2, je dois obtenir la même chose. Alors, la force de Coulomb, qui existe entre deux charges, dépend de la distance r, et on peut donc définir un vecteur unitaire 1r, par exemple, qui donnera l'orientation de la force. Alors je m'explique, si jamais on a une force Q1 ici, pas une force, une charge Q1, et une charge Q2 ici, et qu'on veut connaître la force que Q2 produit sur Q1, eh bien on va relier Q1 et Q2 par un chemin imaginaire ici. Ça, c'est la distance R entre les deux charges. La force va être orientée suivant le vecteur unitaire 1R qui est donné par le chemin qui va de Q1 à Q2, comme ceci, et on aura ici la force F, et on pourra définir que la force de Coulomb appliquée ici, c'est égal à la norme de F multipliée par le vecteur unitaire 1R. Et qu'est-ce qui se cache derrière la norme de F ici ? Et bien ça, on le connaît. On sait que c'est la norme de F, c'est égal à K, la constante de Coulomb, fois Q1, Q2 en valeur absolue, puisqu'on ne s'intéresse pas au signe des charges, divisé par la distance R2, R au carré, la distance qui les sépare au carré. Maintenant, comme on veut montrer que la force est conservative, on va montrer que le travail pour aller d'un point A à un point B, donc pour déplacer la charge Q1 d'un point A à un point B, ne dépend pas du chemin suivi. Comme ça. Alors, il y a un beau schéma dans les notes, c'est celui que je vais utiliser tout de suite. Donc voilà ce que j'ai dessiné en un peu plus propre. Donc on voit bien le point A ici, le point B ici, la charge Q1 qui se déplace suivant un chemin arbitraire quelconque. Ici la distance R entre la charge Q1 et la charge Q2. La distance entre le point d'origine et la charge Q2 et le point d'arrivée et la charge Q2, on va les appeler RA et RB, c'est important parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et donc si on veut calculer le travail produit pour aller de A à B, on va faire le calcul de l'intégrale entre le point A et le point B de la force, ici c'est la force que j'ai appelée 1, 2, multiplié par le vecteur déplacement ici dl, qui est là. Alors, on rappelle que derrière F1,2, c'est la F que j'ai définie ici, il va donc y avoir que le travail
entre A et B, c'est égal à l'intégrale entre le point A et le point B de, ici, la norme de f, multipliée par le vecteur unitaire 1R, multiplié du coup par dl, qui reste, lui, dans l'équation. Alors, on va se proposer de diviser le vecteur dl, ici, en deux vecteurs, qu'on va appeler vecteur dr et vecteur tangente. Je vais chercher l'image tout de suite. Donc, le vecteur dl, qui était ici, que je dessinais en bleu, comme ceci, eh bien, il est toujours ici. Donc, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire empruntée par la charge Q1, ici. Donc, Q1 va de A vers B, ici. Alors ici, on voit que ça soit un chemin ou un autre, ça ne changera rien. Et donc, on va se proposer de diviser le vecteur dl en un vecteur dr projection sur le vecteur unitaire 1r, qui est ici, donc en rouge. Et évidemment, si on projette dans un axe, on va projeter sur l'autre, c'est-à-dire ici l'axe perpendiculaire, et on va l'appeler d tangente. Alors, du coup, comme j'ai décomposé mon vecteur dl en une somme de deux vecteurs dr plus dtg, je vais pouvoir écrire ici que le travail, c'est égal à l'intégrale entre a et b de f, ça n'a pas changé, multiplié par un r, le vecteur unitaire r, multiplié par, alors dl est devenu ici, dr plus d tangente. Je vais donc faire le produit ici entre un r, dr et d tangente, alors c'est des produits scalaires, hein. Je vais donc avoir ici intégrale de f multiplié par 1r dr ici, plus, alors je vais avoir un vecteur unitaire 1r fois le vecteur d tangente ici. Alors, on remarque que entre d tangente, ici en vert, et le vecteur unitaire 1r qui est là, j'ai donc un angle droit. Et donc le produit scalaire de 1r fois d tangente va me donner ici 0. Et ici, j'ai donc 1r multiplié par dr, donc ce sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Celui-ci est un vecteur unitaire, et donc si je multiplie un vecteur unitaire 1r avec un vecteur dr ici, je vais simplement obtenir 1 fois dr fois, comme ce sont des vecteurs collinéaires, 1, ce qui va donc me donner finalement dr. Et donc l'expression du travail entre a et b ici va être donnée par l'intégrale de f multiplié par dr. Alors maintenant je ne travaille plus suivant dl, donc je ne travaille plus de a à b, comme c'était le cas sur le schéma ici. Donc ici j'allais de a vers b suivant dl comme constante d'intégration, donc les bornes étaient a et b. Maintenant je vais toujours du point A au point B, mais avec des constantes d'intégration qui sont des dr, et donc mes bornes ne sont plus a et b, mais ra et rb. Et donc finalement ma force, mon travail est juste fonction de la position initiale, de la position finale, mais pas du chemin suivi suivant dl, puisque j'aurais suivi dl comme ça, ou bien dl comme ceci, hop, j'aurais quand même utilisé le même travail pour amener le point A au point B, la charge Q1. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt!